Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi avec ce soir à mes côtés la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, la philosophie, évidemment, tout le monde le sait, c'est l'amour, de la sagesse. Vous professez vous-même une certaine sagesse à l'attention, à l'autre, le soin, on va en parler. Mais dites-moi, Cynthia Fleury, on est samedi soir. Est-ce que les philosophes sont toujours sages le samedi soir? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, vous allez nous le prouver, hein? Alors vous allez voir, parce que j'ai quelques spécimens à vous montrer qui ne sont pas toujours très sages. Éventuellement, vous pouvez d'ailleurs leur accorder une petite consultation, ça leur sera utile. On va se plonger ensemble ce soir dans l'actualité de la semaine. On va regarder le sommaire tout de suite et on va s'installer. Allez-y, je vous suis. Au sommaire cette semaine, la mort de 13 soldats français au Mali dans la collision de 2 hélicoptères de l'armée au cours d'une opération antiterroriste. Au total, notre pays a perdu 41 hommes depuis le début de son intervention militaire dans la région en 2013. Alors, la France doit-elle rester au Sahel? 4500 hommes, est-ce suffisant pour contrôler une région grande comme l'Europe? Emmanuel Macron appelle les Européens à s'engager davantage, du renfort pour éviter l'enlisement. Mais cette guerre contre les djihadistes aura-t-elle un jour une fin? Ce sera le thème de notre débat. Nous nous pencherons également sur 3 événements d'actualité de la semaine. La colère des agriculteurs qui bloquent Paris et d'autres agglomérations pour protester contre l'agribashing. La polémique sur les excès de la société de consommation déclenchée par l'organisation du Black Friday. Et la mobilisation initiée par le collectif Nous Toutes contre les violences faites aux femmes. Enfin, comme chaque samedi, nous irons voir ce qui fait l'actualité ailleurs avec Gaël Legras. Et nous retrouverons les questions toujours intéressantes de David Castello-Lopez. 28 minutes samedi, c'est parti pour un petit tour d'actualité avec, comme chaque samedi, à mes côtés, Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir, Hélène. Renaud. Plaisir de vous retrouver. Quel beau futur vous nous proposez. Oui. Vraiment. Et ce ne serait pas Jean-Mathieu Pernin à vos côtés, l'inimitable Jean-Mathieu Pernin. Salut Jean-Mathieu. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci Renaud. Et pour nous accompagner ce soir, Cynthia Fleury. Merci d'être parmi nous. Cynthia Fleury, philosophe, professeure notamment au Conservatoire national des arts et métiers où vous occupez la chaire Humanité et Santé, mais aussi à l'École des Mines. Et puis vous avez plein d'autres cordes à votre arc. Votre essai, La fin du courage, vous l'avez adapté, cet essai, La fin du courage, au théâtre. Il sera joué notamment par Isabelle Adjani à la Scala de Paris du 17 au 21 décembre, voilà un talent de plus. Et puis votre dernier essai, le voici. Le soin est un humanisme, paru dans la collection Tract de Gallimard. Au fil de vos livres, vous avez d'ailleurs toujours exploré certaines façons de soigner la démocratie, soigner la vie de la cité. Donc cette attention, cette volonté de réparer. Vous êtes à la fois philosophe, je le disais, et puis psychanalyste d'ailleurs. C'est aussi un petit côté, votre côté médecin. Oui, c'est un côté clinicien en tout cas. Voilà, ces deux regards, ils se complètent, celui de la philosophe et de la psychanalyste? Oui, alors chez moi, il se complète, j'espère, pour assumer quand même un peu de cohérence. Maintenant, sur les écritures de livres, on écrit sans doute le même livre. Hein. Enfin, en tout cas, moi, hélas, j'écris le même livre depuis assez toujours et je travaille sur ce lien entre, je dirais, la capacité de devenir un individu, la manière dont cet individu protège l'état de droit, et en même temps, la manière dont cet état de droit vient consolider l'individuation d'un individu, etc. Donc c'est un ruban de Moebius, comme ça, sans cesse. On va en reparler dans un instant, Cynthia Fleury. On va d'abord s'intéresser à un parcours individuel, le parcours d'un individu. En l'occurrence, c'est le vôtre. Mince. C'est votre portrait. Il est signé, comme chaque samedi, Philippe Ridet. On regarde. Ma chère Cynthia Fleury, entrons dans le vif du sujet. Si j'ai bien compris la clé de notre engagement, le mien, le vôtre, dans la société, c'est l'irremplaçabilité. Personne, avez-vous écrit, n'est indispensable, chacun est irremplaçable. Irremplaçable, donc précieux. Attention fragile, pourrait-on graver sur chacun de nous. La manière dont nous nous construisons en tant que sujet, celle avec laquelle nous prenons soin de l'autre, constitue la base de notre vivre ensemble et du bon gouvernement. Psychanalyste, vous êtes plus à l'aise pour écouter les autres que pour parler de vous. Entre votre naissance à Paris en 1974, d'un père autoritaire et d'une mère douce, à la date de l'obtention de votre thèse en 2000 sur la métaphysique de l'imagination, nada, nib de nib, le néant. Tout juste consentez-vous à dévoiler un séjour en 1989 d'une année dans une famille d'accueil à Los Angeles pour fuir le contexte familial. Vous avez promis de revenir en France, vous le regrettez. Vous changez de lycée chaque année pour vous balader dans Paris. En Californie, vous faites 2 découvertes. L'écriture au quotidien d'une part, vos limites d'autre part. Qu'est-ce qu'on fabrique quand on sait qu'on n'est pas un génie? Vous demandez-vous. Hélas, c'est une vérité
terriblement banal. Pourquoi pas de la philosophie? Dans les écoles les plus prestigieuses ou sur le terrain, comme aujourd'hui à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, vous accueillez à vos cours les patients, leurs proches, le personnel soignant. Je ne sens pas la vocation d'un professeur, mais en même temps, la transmission est un grand souci chez moi. Votre grande idée, et là encore vous m'interrompez si je me trompe, c'est que le geste pour soigner, geste d'amour absolu, est aussi une manière de dire à l'autre qu'il existe, qu'il est irremplaçable. Mais alors, moi aussi, ma chère Cynthia? Merci Philippe Ridet, vous pouvez le rassurer, Philippe Ridet, il est Oh, oui, irremplaçable oui. lui aussi. Il est irremplaçable, de fait. Philippe Ridet, on parlait à l'instant de l'hôpital Sainte-Anne. Vous avez créé une chaire de philosophie, il y a quelques années, une chaire de philosophie à l'hôpital. À quoi ça sert une chaire de philosophie à l'hôpital? C'est pour soigner qui, justement? Les patients, les médecins? Tout ça. En fait, la volonté de cette chaire, elle reprenait une idée vieille, celle de Canguilhem notamment, et de quantité d'autres philosophes, de dire, voilà, on ne soigne pas des maladies, on adorerait soigner des maladies, mais il s'avère qu'on soigne des personnes qui sont malades, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à partir de ce moment-là, on a nécessairement des approches dites holistiques, subjective aussi de la maladie et de la santé. Donc la chaire de philosophie à l'hôpital, c'était l'idée d'abord d'ouvrir l'hôpital, voilà, de se rappeler que l'hôpital est un pilier de la cité, que c'est un lieu de partage du savoir, qu'aujourd'hui le consentement du patient se construit essentiellement sur la question du partage du savoir et pas que sur l'autorité, etc. Alors que jadis, il y avait des formats un petit peu plus patriarcaux. Et puis sur le fait qu'il y a des quantité de grands shifts qui traversent le monde de la santé, les maladies chroniques devant l'infectieux. La chronicité, ça vient bouleverser la guérison, ce que Canguilhem appelait la pédagogie de la guérison. Pourquoi? Parce que c'est de l'incurable, c'est de l'évolutif, et donc vous allez être malade à vie, mais ça va venir comme ça, voilà, faire une contagion sur toutes les sphères de votre vie. Et donc ça, les sciences humaines et sociales nous aide à penser cela. Sans parler du fait qu'il faut une approche institutionnelle du soin, on en parlera peut-être. Dans la rue, vous avez les urgences, vous avez les patients et les soignants qui disent à quel point ils sont en burn-out, en épuisement, avec un sentiment de maltraitance, etc. Donc voilà, c'était aussi ça. Et puis la question politique. Vous en parliez, oui, les manifestations de soignants, encore une ce samedi. On parle beaucoup d'un manque de moyens. Est-ce que ce n'est qu'un manque de moyens quand on voit par exemple les conditions indignes dans lesquelles vivent certains patients, comme à l'hôpital psychiatrique du Rouvray? Est-ce que ce n'est pas aussi une question de déshumanisation de l'hôpital? Bien sûr, non, c'est pas qu'une question de moyens. C'est vrai que c'est une question d'abord de renversement de cette, on va dire, de cette rationalisation gestionnaire qui s'est abattue sur l'hôpital, mais partout, pas que sur l'hôpital, sur les services publics en règle générale, sur l'entreprise aussi, et qui renverse la finalité. C'est-à-dire que la finalité devient de la rentabilité, il faut faire des économies, et la finalité n'est plus le soin. Que pour faire du soin, on en arrive à faire des économies, ça me va. Qu'on mette la finalité de l'économie devant, on fait une inversion des moyens et des principes qui n'est pas souhaitable. Mais effectivement, la technicité, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais ça peut parfois donner un sentiment de déshumanisation. Bon, donc ça, notre travail, c'est toujours d'accompagner ça. Et puis, il y a, si vous voulez, le fait de mettre le patient au cœur aussi de tout ce grand système. Vous parliez justement d'humanisation à l'instant, Cynthia Fleury. Hélène, vous avez une archive qui parle d'une personne, d'une femme qui, comme vous, Cynthia Fleury, a passé son temps, sa vie quasiment consacrée aux autres et à soigner les autres, notamment à l'hôpital. Oui, voici donc Sœur Emmanuelle qui évoque la famine au Soudan. Nous sommes le 6 mars 1987 sur Antenne 2, sur le plateau du 20h. On la regarde. Je reviens du Soudan. Alors voyez-vous, ça, c'est impossible. Ah mon Dieu, cet hôpital où 28 000 petits-enfants passent par mois. 28 000. 28 000, rachitiques, des petits, un petit de 2 ans, pas plus gros, ces petites jambes, pas plus grosses que cela. Manque de lait, manque de médicaments, manque de tout. Et voilà que je viens d'apprendre qu'il y a ici en Europe du lait, des céréales, des pommes de terre, du beurre, qu'est-ce que je sais moi encore, et que cela ne sert à rien. Et que cela ne sert à rien. Alors, Sœur Emmanuelle, avec l'abbé Pierre, va ensuite lancer un appel à l'Union européenne pour envoyer du lait au Soudan. Un appel entendu par le président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Delors, qui enverra des surplus alimentaires. 32 ans plus tard, on en est toujours là, Cynthia Fleury. Il y a toujours entre le Nord et le Sud cette fracture. Alors oui. La même.
La même, non, j'espère pas, puisqu'il y a des transferts de connaissances, il y a de l'expertise partagée, il y a aussi la technique qui a permis de produire pas mal de désenclavement de différents territoires, etc., que les communautés internationales essayent de travailler davantage ensemble. Nous-mêmes, la chaire, on a travaillé, on a mis en place une chaire de philosophie, enfin une chaire humanité et santé au Mali, donc à l'hôpital du Mali à Bamako. Donc on a cette volonté, la communauté des chercheurs, de travailler entre le Nord et le Sud. Mais oui, on ne va pas se mentir, il y a des disparités, bien sûr. Oui. On la beurre. Jean-Mathieu. Ce qui est assez étonnant avec vous, c'est que depuis tout à l'heure, on dit que vous faites plein de choses, Cynthia Fleury. Voilà, un peu, vous parlez même d'environnement, de médecine, de psychanalyse, mais et vous dénoncez en même temps la société de la performance. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire entre vous, ce que vous fournissez tous les jours, et cette société de la performance? Vous avez totalement raison, dans le sens où, et d'ailleurs c'est une question personnelle qui est problématique. Le but n'est pas de donner ce sentiment. En revanche, je revendique assez la question écosystémique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous travaillez sur l'état de droit, ne pas réfléchir sur l'état de droit dans un contexte anthropocénique, sincèrement, ça n'a aucun sens. Ne pas penser la régulation numérique et la régulation démocratique, ça n'a aucun sens, etc., etc. Donc il y a si vous voulez, il y a une interdisciplinarité qui est quand même structurelle de mon travail. En revanche, dire que j'en fais trop, ça... Vous évoquiez justement l'état de notre démocratie. Vous avez travaillé beaucoup sur le burn-out de nos démocraties, la crise démocratique. Est-ce que pour contribuer à résoudre ce burn-out, est-ce qu'il faut que nos gouvernants fassent preuve justement d'empathie, qu'ils soient un peu médecins quelque part, qu'ils fassent preuve d'empathie? Est-ce que par exemple Emmanuel Macron, il est capable lui de faire preuve d'empathie à votre avis? J'en sais rien, mais c'est certain, si vous voulez, que le soin, cette idée du soin, non pas comme assistanat, mais comme ce qui rend capacitaire autrui, c'est un geste nécessaire. On est construit par cela, en tant qu'individu, enfant, etc. Et en fait, tout au long de notre vie, nous allons traverser des vulnérabilités. Or, nous sommes dans un monde qui dit, voilà les vulnérables, voilà les autonomes. En fait, ce n'est pas du tout comme ça. Nous sommes tous vulnérables, sauf que certains, on va dire, peuvent habiller leur vulnérabilité, la rendre invisible, et d'autres pas. Et donc, c'est un enjeu de produire des conditions collectives pour traverser les vulnérabilités et pour considérer qu'elles sont réversibles. Donc ça, c'est un travail politique. C'est un vrai enjeu démocratique. Et c'est un enjeu démocratique. On va maintenant faire le tour de l'actualité de la semaine ensemble. On va se pencher sur quelques événements marquants de l'actualité de cette semaine. Et pour ça, nous accueillons Marie Bonisseau. Bonjour. Bonsoir Marie, bienvenue. Tout de suite, on va commencer sur l'actualité avec vous, Hélène, et avec ces agriculteurs en colère qui ont bloqué cette semaine Paris et quelques agglomérations du pays. Ou quand les tracteurs débarquent en ville, sur le périphérique parisien, à Bordeaux, à Lyon, les paysans ont voulu dire leur ras-le-bol, marre de ces salaires de misère, marre de ces traités de libre-échange qui ne les protègent pas, marre aussi de l'agri-bashing, comme si soudain, agriculteur rimait avec empoisonneur. C'est énervant de se lever le matin et puis de dire qu'il y a des gens, ils croient qu'on est là pour les intoxiquer, les polluer, alors que nous, c'est pas notre but. Nous, c'est de faire pousser une plante, qu'elle soit saine, et de la récolter pour nourrir la population. L'agribashing, donc une expression devenue très tendance ces derniers temps, notamment avec la mobilisation des antipesticides ou des militants antispécistes dans les élevages. Les paysans seraient-ils donc devenus les mal-aimés de notre société? Eh bien, peut-être pas tant que ça. Selon l'IFOP, 74% des Français pensent que les consommateurs peuvent faire confiance aux agriculteurs. C'est 6 points de plus qu'il y a un an. Mais si ce sentiment d'être dénigré est bien réel au sein de la profession, c'est aussi que certains syndicats en jouent. La FNSEA, par exemple, agite à tout bout de champ le chiffon rouge de cet agribashing quand la Confédération paysanne dénonce de son côté que c'est trop facile de jouer les victimes et surtout que ça empêche toute remise en cause de cette société productiviste, du vieux modèle agricole. Cynthia Fleury, vous êtes aussi engagée dans le monde rural. Vous avez fait plusieurs interventions à l'IFOCAP, l'Institut de formation pour les agriculteurs. Vous savez tout, maintenant. Cet agribashing, il est fantasmé, il est injuste ou il est nécessaire? Non, il n'est pas totalement fantasmé, mais en même temps, si vous voulez, parce qu'il y a une demande, il y a une exigence. Les agriculteurs ont fait partie de la grande aventure de l'État-providence, si vous voulez, historiquement. Et voilà, c'est ce qu'ils disent dans les années 40, 50, 60, ils nous ont absolument, ça a été essentiel. Et aujourd'hui, ils doivent faire partie de cette grande transition écolo-sociale du même État-providence. Et donc, c'est
revirement, un peu cette transformation de leurs propres pratiques qu'ils ne font pas toujours, que certains font, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a encore un peu de résistance et qui fait que, oui, il y a parfois un sentiment un peu victimaire qui, je pense, n'est pas réel parce que vous avez un grand attachement viscéral des Français au territoire, à la richesse de ces territoires. Et en plus, sans parler du fait que chacun reconnaît que même cliniquement, psychiquement, on a besoin de ces territoires. C'est-à-dire qu'on a besoin de la nature pour mieux se sentir. On parle de philosophie, mais on parle aussi de biophilie, c'est-à-dire de ce besoin urgent de refaire lien, de se reconnecter à la nature. Et les agriculteurs, ils peuvent être un enjeu absolument maître là-dessus. D'où ce sentiment, ce besoin effectivement de respect, de reconnaissance et d'un lien qui persiste. Vous évoquiez à l'instant ce sentiment victimaire que perçoivent certains agriculteurs. Je vous présentais une fashion victime, justement une autre victime, Jean-Mathieu Pernin. Vous qui êtes une fashion victime, vous avez profité hier, vendredi évidemment, d'un événement qui ne pouvait pas vous échapper pour refaire votre garde-robe. Eh bien oui, Cynthia Fleury, êtes-vous fan du Black Friday ? Non. Non ? Non, je m'en fiche. Ah bah c'est dommage parce qu'on peut y faire des bonnes affaires. Regardez, par exemple, Je Renaud sais, Dely, j'imagine. il a acheté 3 chroniqueurs à moitié prix et Absolument. il est plutôt satisfait. Absolument, très Voilà. satisfait. Alors le Black Friday, donc, c'est importé des États-Unis par des sites de commerce en ligne depuis 5 ans. Et c'est vrai que cette année, c'était impossible d'y échapper. C'était assez massif au niveau de la publicité. On a vu dans la presse, à la télé, à la radio, sur Internet. Et aussi, il faut savoir que les prévisions vont être assez massives, puisqu'on table, les professionnels parlent de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien que pour une journée. Et la réplique au Black Friday a elle aussi été massive. Certains ont protesté devant les centres de distribution Amazon, comme à Saint-Priest où la police est intervenue. Mais il y a également 650 marques françaises qui ont carrément décidé de boycotter cette fièvre acheteuse et qui n'ont pas fait de solde ce jour-là. Elles étaient réunies sous un collectif baptisé Make Friday Green Again, rendre le vendredi encore vert. Elles dénonçaient en fait la surconsommation devenue insoutenable pour la planète. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des arguments qui ont été utilisés également par Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, qui dénonce, je cite, une opération qui incite à acheter des objets dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Et tout de suite, elle s'attire la foudre, bien sûr, des fédérations de commerçants qui, eux, disent « Attendez, après l'épisode des Gilets jaunes, on a besoin de ce moment-là pour se refaire un fond de caisse. » Mais la chose est devenue politique aussi cette semaine, puisqu'une députée écolo, Delphine Batho, a déposé un amendement visant à interdire les campagnes de promotion du Vendredi noir, et une démarche aussitôt dénoncée par la droite qui, elle, parle d'entrave au droit de consommation. Finalement, ce sont peut-être les Québécois qui ont la bonne définition de cette journée, puisque là-bas, ils ne l'appellent pas le Black Friday, mais le Vendredi fou, figurez-vous. Alors, est-ce que, d'après vous, quand même, ces critiques, est-ce que ce n'est pas quand même l'objet de quelques privilégiés, parce qu'il y a beaucoup de ménages modestes qui vont utiliser ce Black Friday pour pouvoir acheter des choses à moitié prix? Non, mais tout le monde a raison dans cette histoire. C'est pour ça que c'est une tragédie, si vous voulez. La tragédie, c'est que tout le monde a raison et que ça va être très compliqué. Bon, ce qui est intéressant, tout de même, c'est le débat que ça suscite. Parce que de réfléchir sur nos modalités de consommation, tout de même, ça serait dommage de passer à côté de ça. Et sincèrement, voilà, on est plutôt dans une exigence de déconsommation globale qui est intéressante. En revanche, oui, vous avez raison, il y a toujours ces conflits de classe moyenne ou de classe plus populaire qui peuvent avoir accès, etc. Mais enfin, ça va, on peut aussi à un moment donné avoir une exigence de consommation qui a moins d'externalités négatives, etc., etc. En revanche, le côté de faire appel à la loi, d'aller encore chercher l'interdit, alors qu'on est plutôt sur des transformations comportementales. Franchement, c'est pas ma manière de penser. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-réguler, d'après vous? Quand vous dites on n'a pas besoin d'une loi, c'est pour réguler nos propres modes de consommation, on peut y parvenir? En tout cas, sur certains points, je pense que de croire que la loi est le seul grand régulateur, je pense que c'est une erreur. Et d'ailleurs, on voit très bien que ça suscite aussi, tout d'un coup, un sentiment liberticide, à juste titre. Et puis, on a le sentiment de sortir un canon pour une mouche aussi, si vous voulez. Donc, la loi, c'est très important en termes de normativité, mais la culture, le partage, le débat, le simple débat, là, fait que, bien évidemment, il va y avoir il va y avoir une transformation des comportements. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt rigolo. Enfin, rigolo dans un premier temps. C'est pas tragique, en tout cas, on a compris. C'est-à-dire que ça commence comme une tragédie, ça finit sérieux. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, enfin, la possibilité quand même d'ouvrir la délibération autour de ces questions-là. Et oui, je pense que la société n'est pas apathique. Tout à fait.
Ça, c'est bon signe. Marie, vous avez, comme chaque semaine, une photo. Vous nous rapportez une photo qui a fait l'actualité cette semaine. Et ce soir, c'est une photo qui a été publiée en une du quotidien Sud-Ouest. Oui, c'était dans l'édition de dimanche dernier. Le quotidien de l'Ouest avait choisi, comme beaucoup, de faire sa une avec la marche Nous Toutes contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Alors, on va regarder cette photo. Des femmes, on en compte 8. Et aussi 2 hommes. Regardez, il y en a 2 qui sont là dans le groupe. D'où le titre de Sud-Ouest. Il crie assez. Alors, grammaticalement, ce « il est correct. Faut-il rappeler qu'en français, le masculin l'emporte, quel que soit le nombre de mâles sur la photo. Moralement, c'est un peu moins clair. Certains internautes ont pris cette une comme une grosse maladresse, voire une provocation de la part de Sud-Ouest. Pour une manif féministe et féminine, on pourrait veiller à ne pas invisibiliser les femmes, a notamment souligné la chercheuse en stylistique Laëlia Véron sur Twitter. Laëlia Véron, elle s'est fait connaître avec ses arguments en faveur d'un français moderne, mouvant, démasculinisé, comme elle dit. Il y a aussi une autre journaliste, pas de Sud-Ouest, qui a réagi. Elle est du quotidien gratuit 20 minutes. Elle a enfoncé « Ce « il » n'est pas une erreur, c'est un choix éditorial lourd ». Effectivement, réponse de la rédaction de Sud-Ouest face à ce début de polémique. C'était un choix. Ils ont dit la question s'est posée en rédaction. On voulait montrer que c'est un combat qui peut être mené et doit être mené par les femmes et les hommes. Alors, Cynthia Fleury, vous, j'ai regardé, vous êtes déjà exprimée sur la question de la féminisation du langage. Ah oui, mince. C'était au moment de... C'était pendant le... C'était pas très clair, mais c'était pendant le débat sur l'écriture inclusive en 2017. À ceux qui dénonçaient une bataille du politiquement correct, vous disiez qu'il n'y avait pas de tyrannie des minorités dans le langage. Alors, est-ce que les « elles » peuvent prendre la place des « ils » sans pour autant les exclure du combat? Alors écoutez, moi je ne suis pas un grand défenseur de l'écriture inclusive, donc on ne va pas se mentir. Parce que d'abord, je n'ai pas été éduquée comme ça. Mais c'est pareil, je suis toujours pour une prime à la délibération. Et donc, je ne trouve pas ça inintéressant que... Alors, j'aurais pas dit les choses de la même façon en hurlant à l'invisibilisation des femmes, parce que c'est quand même une blague. Mais en revanche, oui, il s'avère que les 2 positions, je les trouve intéressantes. Je les trouve intéressantes sur le fait que d'abord, c'est un combat à mener par les hommes et par les femmes, ou vous le mettez à l'inverse, c'est pareil. Il y a un très bon livre d'ailleurs de Yvon Jablonka sur les nouvelles masculinités, qui est très intéressant parce qu'il montre que cette affaire-là, MeToo, elle a été bien sûr une immense vent de libération et de construction du féminisme féminin actuel, mais aussi pour les hommes. C'est parce qu'il y a une identité masculine à réinventer, lui dit hors de la domination, hors de la possession, etc., mais qui a été ressentie aussi comme maltraitante pour quantité d'hommes, parce que ces conceptions virilistes, réductionnistes ne sont bonnes pour personne. Donc, moi, je trouve que ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, MeToo, Nous Toutes, etc., c'est quand même assez extraordinaire. C'est un mouvement civilisationnel majeur. Un vrai tournant historique. Un vrai tournant historique, oui. Mais vous n'êtes pas une autrice, vous disiez, une écrivaine. Vous êtes une philosophe, voilà, philosophe et psychanalyste. Oui, non, c'est vrai que moi, je suis souvent, vous avez vu, un défenseur, un enseignant-chercheur, un professeur. Oui, c'est comme ça. Philosophe et psychanalyste, c'est parfait. Merci Marie. Cynthia Fleury, vous restez avec nous, bien sûr. Nous allons ouvrir dans un instant notre débat qui porte sur la situation au Sahel, où l'armée française a perdu cette semaine 13 soldats. La France intervient militairement depuis 2013 dans la région. Alors jusqu'à quand cette guerre contre les djihadistes sera-t-elle gagnée un jour ? Avant de répondre, Gaël Legras, comme chaque samedi, va nous emmener voir ailleurs ce qui fait l'actualité loin de chez nous. Et ce soir, on part pour la Californie. On regarde. Depuis que ces chiffres impressionnants sont tombés, les médias ne cessent d'en parler. Plus 12% à Los Angeles en 2 ans, plus 17% à San Francisco, 42% à San José et plus 47% à Oakland. L'augmentation du nombre de sans-abri en Californie est aujourd'hui inouïe. The current system is not working. I think everybody's seen the stories on NBC. We have a major problem in Southern California. Le nombre total de SDF est estimé à 130 000. Les loyers sont devenus fous. $1 900 en moyenne, par exemple, aujourd'hui à San Francisco, précise Business Insider. Les autorités se révélant impuissantes, les journaux californiens proposent des solutions plus ou moins convaincantes. La ville devrait construire des structures en bois de la taille d'un abri de jardin, écrit par exemple le Los Angeles Times. La situation est urgente pour les personnes à la rue, mais aussi pour la cohésion sociale, car, comme l'écrit le New York Times, les campements de sans-abri mettent à l'épreuve la tolérance et la compassion des résidents. En effet, il y a peu, dans la banlieue de Los Angeles, des habitants du quartier de Parnell Park ont manifesté leur colère. I have 2 young kids and we can't come to the park anymore. It's not right. En septembre
septembre dernier, à San Francisco, des résidents exaspérés par le bruit et le manque d'hygiène se sont cotisés pour installer de grosses pierres sur leur trottoir afin d'empêcher les sans-abri de s'y installer. The rocks are a symbol of the rising frustration of the residents and a problem that seems to be intractable. Encore plus aberrant, selon le New York Times, un promoteur immobilier, Gene Gorelink, a voulu affréter des bus fournis en alcool pour attirer les sans-abri, puis les envoyer au Mexique. Dernièrement, à Oakland, ce même Gorelink, qui se justifie ainsi, These people have no respect. s'est rendu dans un campement de SDF et leur a proposé de l'argent afin qu'ils s'en aillent. Make us feel really low and demoralize us. Face à ces comportements d'une grande violence, les travailleurs sociaux sont inquiets. L'un d'entre eux, dans le New York Times, déplore un recul général de l'empathie. Et oui, quand on pense que Los Angeles est la 3e ville au monde en nombre de milliardaires, on comprend différemment cette phrase du philosophe Épicure. La richesse sans la limite est grande pauvreté. N'est-elle pas ? Merci Gaël Legras, Cynthia Fleury. Là, on voit qu'on est loin du soin considéré comme un humanisme. Là, ça manque d'empathie, c'est clair. Oui. Place maintenant à notre débat de ce soir. Nous allons nous pencher sur la situation au Sahel, où l'armée française a été lourdement endeuillée par la perte de 13 hommes. C'était lundi. Alors, cette guerre contre les djihadistes sera-t-elle gagnée un jour ? Pour en débattre, nous accueillons Vincent Hugeux. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. Selon vous, Vincent Hugeux, la question du retrait français ne se pose même pas. Ce serait un triomphe pour le djihadisme. La France n'a donc pas le choix, pas d'autre choix que de rester dans la région. À vos côtés, bonsoir André Bourgeot. Vous êtes anthropologue, spécialiste du Mali, directeur de recherche émérite au CNRS. Et selon vous, n'étant pas adaptée aux réalités locales, l'intervention actuelle est un échec, dites-vous. Et si les forces françaises restent, il faut absolument changer de stratégie. Comme chaque samedi, voici Omar Ouamad. Bonsoir Omar. Bonsoir. Grand reporter au service international de Radio France. Et pour ouvrir ce débat, un rappel des faits de la semaine, Omar. Oui, alors la mort des 13 militaires français en opération lundi dernier marque un véritable tournant dans cette guerre que mène la France contre les djihadistes au Sahel. Cette tragédie la plus meurtrière pour l'armée française depuis son déploiement en 2013 au Mali a relancé le débat autour de cet engagement, autour de cette présence militaire décidée, souvenez-vous, en urgence à la demande des autorités maliennes par François Hollande, président de l'époque, pour stopper les djihadistes qui fonçaient sur la capitale dans l'objectif de créer un califat. Depuis, la France a étoffé son dispositif. L'opération Serval est devenue l'opération Barkhane et mobilise 4500 soldats. Mais cela n'a pas empêché la situation de se dégrader au Mali, mais aussi dans les pays voisins comme le Burkina Faso ou le Niger, une étendue vaste comme l'Europe. Face au danger du terrorisme qui chaque jour gagne du terrain, Emmanuel Macron a demandé cette semaine le soutien de ses partenaires européens. On l'écoute. Toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique. Emmanuel Macron souhaite partager ce fardeau, car c'est un véritable fardeau avec ses alliés européens. Mais précisément, Vincent Hugeux, peut-on rappeler les buts de cette mission Barkhane au Sahel ? Bien, donc, comme vous le disiez, au commencement était Serval, un combat qui était supposément circonscrit au seul Mali pour enrayer la descente probable des forces djihadistes vers Bamako. Août 2014, on s'aperçoit qu'il est impossible précisément de circonscrire le fléau à des frontières qui sont d'ailleurs parfois symboliques dans cette région du monde. Et donc, extension du domaine de la lutte contre le djihad global, 5 pays. Alors, l'effectif peut paraître impressionnant, 4500. Mais d'abord, ce n'est pas 4500 paracommandos ou 4500 membres des forces spéciales. Il y a tous les instruments de l'orchestre, il y a tous les métiers de l'art militaire. Et puis, dans un territoire aussi immense, c'est d'autant plus compliqué qu'il faut étirer une force qui est malgré tout dans l'absolu limitée, puisque, filons la métaphore médicale, on y est, vous avez un cancer, des tumeurs, des métastases, et vous avez l'ouverture de nouveaux fronts, évidemment la frontière du Burkina Faso, qui est devenu également l'un des maillons faibles de cette chaîne fragile, et évidemment le centre du Mali. Moi je me souviens avoir discuté avec des officiers de Barkhane il y a 18 mois, qui disaient « Ah non, le centre on n'y va pas ». La région de Mopti, voilà, Mopti, Sévaré, etc., etc. C'est pas notre mandat, c'est pas notre métier. Ils ont bien été obligés d'y aller d'une manière ou d'une autre. Bon, fût-ce en pactisant avec des... Et là, on se rapproche de Bamako. Et on se rapproche de Bamako. Alors, André Bourgeot, Vincent Hugeux le rappelait à l'instant, l'opération Serval c'est 2013, Barkhane c'est 2014. Ça fait donc plus de 6 ans que la France est dans la région pour éradiquer donc le danger djihadiste.
Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est faute d'avoir choisi la stratégie adéquate, justement? Est-ce qu'il faut changer de stratégie? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'au vu de ce qui se passe depuis 2013 jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que l'opération Barkhane a été couronnée de succès. Non seulement les groupes armés salafistes djihadistes se sont répandus sur l'ensemble du territoire malien, d'une part, et d'autre part, ils ont proliféré aussi, notamment sur le Burkina, et prochainement, demain ou après-demain... Pardon ? Qu'est-ce qu'il faut changer, alors? Il faut changer de stratégie. À partir du moment où on fait ce constat d'échec, il faut réfléchir sur l'échec. Donc, il faut effectivement changer de stratégie, d'une part. D'autre part, envisager d'autres types de partenariats avec les forces armées maliennes. J'ai eu l'impression que les forces armées maliennes se sont senties un petit peu exclus, dans la mesure où toutes les décisions qui ont été prises un peu à leur insu. Donc s'il n'y a pas une coordination et une collaboration étroite avec les FAMA, y compris pour la formation... FAMA, c'est l'armée malienne. Pardon, les forces armées maliennes avec un S à la fin, on risque de reproduire exactement les mêmes types d'erreurs. Il y a eu des erreurs, cette fois-ci, de nature politique, dont on subit encore les conséquences actuelles, notamment avec Serval, les relations entre Serval et le mouvement national de libération d'Azawad, au final indépendantiste à dominante Touareg. Bon, tout le monde sait qu'il y a une connivence. On paye actuellement cette situation. André Bourgeot, vous dites que la France doit quitter le Mali. Ah non, moi je ne dis pas ça. Non, je n'ai pas dit ça. Vous ne dites pas? Ah non, je ne dis pas ça. Vous dites qu'il faut changer de stratégie. Oui, je dis qu'il faut changer de stratégie. Donc ça veut dire que, pour être très clair, un départ brutal, immédiat, non départ envisagé, pour qu'il y ait... À long terme? À long terme, à un moment donné, mais qui bien pour prendre sûr. le relais? Qui pour prendre le relais? La justement, MINUSMA, la mission de l'ONU, le G5 Sahel, c'est 5000 hommes environ. Il est prématuré de dire qu'est-ce qui va se passer dans quelques années. Je dis qu'il faut... les pays de la région ont les moyens de contrer. S'ils n'ont pas les moyens, il faut donner les moyens. Je crois que les autorités militaires maliennes disent qu'il faut au moins 10 000 nouveaux soldats pour les forces armées maliennes, plus une technologie. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut changer de stratégie, y compris dans les relations avec les forces militaires nationales. C'est pareil pour le Niger. À ce propos, n'oublions pas quand même que les armées qui payent le plus lourd tribut en termes de vies humaines, ce sont les armées africaines. Rappelons quand même, 1er novembre, Indeliman, à la frontière du Niger, une 50aine de militaires maliens qui sont massacrés, à tel point d'ailleurs que leur état-major décide de retirer les effectifs des zones les plus exposées, les livrant de fait au projet de nature totalitaire des djihadistes. Il y a plusieurs illusions lyriques qui conduisent au constat du professeur Bourgeot. C'est que, par exemple, on a voulu croire que la suprématie, la supériorité technologique donnait un avantage indépassable. Eh bien non. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est le renseignement humain. Alors qu'à l'inverse, ces petites cellules djihadistes, petits effectifs, mobiles, évidemment s'abstiennent dans la mesure du possible de se déplacer en convoi avec tout ce qui tourne comme satellite au-dessus. En mobilette. Ils sont immédiatement repérés. Et il y a encore des messagers qui vont porter des consignes ou des informations d'un point A à un point B de cette manière-là. Donc ça, première illusion. J'ajoute par ailleurs qu'il y a aussi sophistication de l'arsenal des djihadistes eux-mêmes. Certains des groupes disposent de drones, eux aussi. Deuxième illusion lyrique, et je m'arrêterai là-dessus, c'est de croire qu'au fond, les djihadistes évoluent en territoire hostile. Ils sont perçus partout comme des ennemis. Mais non, c'est pas si simple que ça. Alors bien sûr qu'il y a la coercition, bien sûr qu'il y a la menace, mais il y a aussi l'incrustation dans le tissu social. On s'engouffre dans la brèche. Un projet social, un projet théologique. Un projet, encore une fois, étymologiquement parlant, de nature totalitaire, qui prétend couvrir l'ensemble du spectre des activités humaines. Et simplement... la démission de l'État, l'abandon de provinces excentrées est tellement vécu avec rancœur, ressentiment, que quand vous arrivez avec un projet, que vous subvenez aux besoins de X, Y et Z, que vous assurez un toit, des repas, etc. Moi, j'ai rencontré des repentis djihadistes qui me disaient « mais moi, le califat, moi j'aime le foot, les filles et le tabac ». Et donc, j'adhère pas du tout à cette idéologie-là. Simplement, eux, ils me garantissent un statut social que je n'ai jamais eu. Et dans ce contexte de guerre, dans ce contexte de menaces djihadistes et d'imprégnation d'une partie de la société malienne, comme vous le disiez à l'instant, et puis d'absence d'État malien, vous, Cynthia Fleury, vous en revenez du Mali. Vous revenez de Bamako, vous y étiez il y a une quinzaine de jours. Vous avez installé une chaire à l'hôpital aussi, une chaire de philosophie à l'hôpital. Oui, on a un partenaire local qui est là-bas depuis une quinzaine d'années, qui est l'ONG Santé Diabète, et qui a vu justement en l'espace de 15 ans ce qu'on raconte ici, c'est-à-dire effectivement un phénomène de djihadisation conséquent.
eux, leur premier test de ça, c'était l'itinéraire, de sécuriser l'itinéraire de l'insuline, puisque ONG Santé Diabète s'occupe de cela, et c'est de plus en plus compliqué, parce qu'il y avait auparavant des techniques, si j'ose dire même avec les chefs de guerre, plus simples qu'aujourd'hui. Mais enfin, passons. Et puis, vous voyez très clairement une impossibilité de sortir de Bamako. Moi-même, il m'était absolument interdit de sortir de Bamako, alors qu'il y a 5 ans, 6 ans, on sortait largement de Bamako. Et on voit, par ailleurs, à Bamako, de plus en plus de madrassas partout, des petits, ce qu'on appelle des talibs dans les rues, qui viennent mendier et qui sont soi-disant dans des écoles coraniques, que sais-je, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une situation très compliquée. Et une situation où je ne vois pas comment la France quitte cette situation, et en même temps, effectivement, la question du renouvellement de la stratégie, et voilà. Mais la chaire, de fait, malgré tout... Et elle fonctionne. Alors, elle fonctionne, elle va fonctionner. Alors, vous le disiez à l'instant, cette évolution de la société malienne, elle s'est faite donc depuis 5, 6 ans, etc. C'est-à-dire avec la présence militaire française dans la région, ce qui pose la question de la stratégie, on en débattait à l'instant, maintenant, et de l'implication de la France au Sahel. Cette question, elle interroge aussi des parlementaires français. Oui, la mort des 13 soldats français, depuis, des voix se sont élevées, notamment à gauche de l'échiquier politique, pour demander le départ des troupes françaises pour éviter l'enlisement. C'est le cas du député de la France Insoumise, Alexis Corbière. On écoute. Chaque année, à peu près, c'est entre 600 millions et 1 milliard d'euros que coûtent ces opérations. D'ici 20 ans, c'est sans doute donc 15 milliards d'euros que nous allons mettre en place. Cet argent, cette somme, peut-être qu'il faut le faire, mais peut-être aussi que cet argent peut être demain réorienté vers une autre aide au développement de ces pays-là. André Bourgeot, l'alternative à cette intervention militaire française, ce serait plus d'aide au développement ? L'aide au développement, elle est nécessaire, mais le problème ne se pose pas en ces termes. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas de sécurité. Donc c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. La sécurité, elle n'est pas instaurée. Au contraire, ça s'est dégradé d'une manière généralisée. Donc poser le problème du développement dans ces conditions-là, c'est un petit peu douteux. Mais je crois quand même aussi savoir que le G5 Sahel, il a pour finalité le développement. Il n'y a pas que le G5 Sahel, il y a aussi l'Alliance Sahel. Donc une prolifération d'institutions qui disent qu'il faut faire du développement, ça ne peut que créer la confusion et en définitive, rien ne se fait. Alors, je réitère ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de quitter brutalement les choses, il s'agit de réorienter une stratégie militaire qui résulte aussi de décisions politiques. C'est ça le problème. Il y a eu des erreurs commises de la part des décideurs politiques françaises. Et actuellement, le Mali et plus généralement l'ensemble de l'espace saharo-sahélien sont en train de payer les erreurs qui ont été commises en 2013. Et cette semaine, on a vu au moment où Emmanuel Macron recevait le secrétaire général de l'OTAN, il a appelé carrément au secours. Pourquoi aucun Européen, pourquoi les autres pays européens ne veulent pas venir sur place nous aider ? Ils sont insuffisamment engagés sur place, notamment sur le plan militaire. Mais de loin. Alors, il y a plusieurs centaines d'Allemands, par exemple, mais là, ça tient simplement à l'histoire politique et à la législation outre-Rhin. C'est-à-dire que pour engager, non pas seulement dans la logistique, la formation, le transport, etc., des soldats allemands, il faut l'aval du Bundestag, ce qui, dans la conjonction astrale politique du moment, est injouable. Deuxièmement, ce sont des forces, pour prendre le jargon militaire, qui ne sont pas pratiquantes, qui ne sont pas aguerries. À l'exception des Britanniques et des Français qui n'ont pas de culture de ce type de conflictualité nouvelle. Et puis, il y a un non-dit, mais qui est perceptible quand vous discutez avec des diplomates, par exemple britanniques, italiens, espagnols, allemands, ils vous disent, mais vous savez, on n'est pas là pour payer les arriérés de l'histoire coloniale française. Il y a cette vieille idée rémanente qui, à mon avis, est devenue anachronique, parce que s'il y a un péril de diffusion du djihadisme au seuil de la Méditerranée, il peut toucher Madrid, et d'ailleurs ça a été vu, Madrid, Rome, Berlin et tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui reste quand même dans cette idée que, après tout, la France a son arrogance coloniale et postcoloniale, et qu'on n'a pas à réparer ça. Hélène. D'où André Bourgeot, ce sentiment local devenu anti-français sur place, vous qui rentrez du Mali, justement. Il y a eu l'intention de la France, il y a des soupçons sur les intentions de la France. Oui, c'est un peu la théorie du complot aussi qui est derrière. Moi, je viens de passer un mois à Bamako, je n'ai pas du tout senti de comportement anti-français à mon égard. Donc je crois que le peuple malien a capacité à distinguer la politique française des Français. Ça me paraît très très clair dans ce qui concerne l'image de la France est dégradée.
Comment? L'image de la France. Ah oui, mais ça, c'est évident. En 2013, la France était celle qui avait sauvé le Mali. Au niveau du discours, c'est un discours globalisateur. La politique française, ça n'existe pas. C'est la France, c'est toujours la France qui est dénoncée. Mais elle est dénoncée aussi sur la base d'erreurs qui ont été commises. C'est pas gratuitement comme ça. C'est quand même relativement récent. Effectivement, il y a eu des erreurs politiques de commises et des erreurs militaires qui sont interprétées en fonction de la manière dont ils se représentent les choses. Mais encore une fois, moi, j'ai pas senti d'hostilité dans le comportement des Maliens. Vous sur place à Bamako, je vous voyais hocher la tête, vous n'avez pas ressenti ce sentiment anti-français qui a pu se développer à l'endroit de l'État français? Non, du tout, mais vraiment, je parle de façon très subjective, mais en l'occurrence, non. Au travers que ce soit l'université, l'hôpital, etc., il y a même au contraire une convergence, je dirais, du mal-être devant cette situation et d'une volonté de coopérer. Petite nuance. Un mot pour finir. Très rapidement, c'est que moi j'ai des amis maliens qui m'envoient régulièrement des liens vers des sites dits d'information, des vidéos, etc. Il y a quand même donc cette théorie conspirationniste. La France est la complice des djihadistes parce que dans un projet néocolonial, elle veut piller les richesses, d'ailleurs parfois fantasmées. Il y a effectivement de l'or au Mali, mais on vous explique qu'il y a des réserves incroyables de pétrole, d'uranium, de phosphate, de ce que vous voulez. Et c'est quand même quelque chose qui mord en tout cas à Bamako. Le conspirationnisme, c'est assez universel. Ça marche assez bien en ce moment. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus débattre de la situation au Mali sur ce plateau. Merci Omar, mais il est l'heure maintenant de retrouver David Castello-Lopez et ses questions. Vous allez voir, toujours intéressantes. Ce soir, une question encore plus intéressante que d'habitude. Si, vous allez voir. Pourquoi la plupart des bébés naissent la nuit? Pourquoi est-ce que la plupart des bébés naissent la nuit? Dans la vie, il y a des gens dont le métier c'est de noter à quelle heure les bébés naissent et de faire des statistiques. Et ces gens-là ont découvert quelque chose d'étonnant. Si on exclut les naissances de type inhabituel, genre prématurées, par césarienne ou provoquées, la majorité des bébés naissent la nuit. En Angleterre, une étude sur 15 000 naissances à Birmingham dans les années 50 a montré un pic d'accouchement à 2h du matin. Pareil dans une autre étude anglaise dans les années 2000 sur 5 millions de naissances. Pareil dans une étude menée en Argentine ces dernières années. Mais alors pourquoi? Eh bien il me reste 1 minute pour l'expliquer. Intéressant. L'accouchement chez les êtres humains, c'est l'une des choses les plus difficiles et douloureuses du monde. Aïe! Et c'était déjà le cas du temps de nos ancêtres, les personnes préhistoriques. Alors bien sûr, il y avait un certain nombre d'avantages à cette époque, comme par exemple une fiscalité inexistante, mais il y avait surtout beaucoup d'inconvénients, et en particulier une absence totale de services publics. Désert médical! Du coup, les femmes n'avaient pas accès à des cliniques pour les aider à accoucher. Elles devaient accoucher au milieu de la nature, avec le risque par exemple d'être mangées par des tigres avec des dents super longues. Par ailleurs, à cette époque, pour des raisons hormonales, certaines femmes avaient tendance à accoucher plus la nuit et certaines autres plus le jour. Or, les femmes qui accouchaient le jour étaient beaucoup plus vulnérables que les autres parce que pendant la journée, leur tribu était dispersée pour chasser et cueillir des trucs. Alors que la nuit, toute la tribu était réunie et pouvait donc aider les femmes et les protéger contre les prédateurs. La théorie la plus souvent avancée par les chercheurs, c'est donc que les femmes qui accouchaient la nuit ont réussi à avoir en moyenne plus d'enfants que les autres et leur patrimoine génétique a fini par s'imposer. Résultat, des millions d'années plus tard, il n'y a plus de tigres à dents de sabre au coin des rues, mais la majorité des femmes perdent tout de même les os à des heures franchement pas pratiques du tout. Chérie, je crois que je vais accoucher là. Ah d'accord, donc on peut pas regarder un autre épisode de Game of Thrones. Bah non, pas trop. Ok. Intéressant. Et oui, toujours très intéressant. Merci David Castello-Lopez. Vous avez vu, 28 minutes samedi aussi fait progresser la science, la médecine et le bien-être. Non, j'ai vérifié que j'ai accouché la nuit. Donc voilà. Je suis dans l'axe. Vous rentrez dans les statistiques. Voilà. Merci à tous. En tout cas, mes 28 minutes samedi, c'est fini pour ce soir. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, Al-Andalus, une civilisation légendaire, un documentaire sur l'incroyable patrimoine commun bâti en Andalousie par les juifs, chrétiens et musulmans. Lundi, à 20h05, vous retrouvez bien sûr la seule, l'unique Elisabeth Quint. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et d'ici là, on va se quitter en musique avec la réponse d'Alain Souchon à votre Black Friday, Jean-Mathieu. Et à la surconsommation, voici Full Sentimental, évidemment. Tchuss! D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose.